Voilà, je crois qu'on va commencer. Merci de... Voilà. Donc, donc c'est un débat sur réconcilier économie et politique. Voilà, donc je vais juste introduire le débat et mes invités. Donc j'ai la grande chance d'accueillir Valérie Pécresse, Antoine Frérot, Ross McInnes et Édouard Philippe. Et donc je vais faire une petite introduction et ensuite je vais laisser parler nos interlocuteurs. Alors la question, une des questions qui va être posée pendant ce débat, c'est comment élaborer des réformes que les économistes jugent efficaces et qui soient politiquement faisables, acceptables. Alors une approche à la réforme, c'est ce que j'appellerais l'approche disons dans le jargon économique, l'approche pigouvienne. On cherche à maximiser l'efficacité productive. Comme ça, on a le gâteau le plus gros possible et comme ça, on peut partager le gâteau. On appelle ça, dans le jargon de l'économie, le théorème de cause. On peut séparer production et distribution. Et quelque part, si on regarde les premières réformes du quinquennat précédent, la réforme fiscale, avec la flat tax en particulier, et les réformes du marché du travail, les lois Pénicaud et la réforme de la formation professionnelle, on peut dire que ça a été un peu l'approche, et ça a été des réformes qui ont été très efficaces. On a pu créer 1 200 000 emplois au cours du quinquennat précédent. Il y a eu énormément de création de nouvelles entreprises comme jamais auparavant, et grâce à tout ça, le pouvoir d'achat a pu augmenter, disons jusqu'à la guerre de l'Ukraine, jusqu'à la guerre russo-ukrainienne, le pouvoir d'achat, alors là, déjà, a pu augmenter pour toutes les catégories de la population. Je crois que à tout niveau de revenus, les citoyens français ont vu leur pouvoir d'achat augmenter au cours du quinquennat précédent. Donc voilà, ça c'est l'histoire heureuse des réformes. C'est vraiment l'approche pigouvienne, on fait des réformes efficaces, le gâteau grandit et on peut distribuer à tout le monde. Et puis il y a eu les gilets jaunes. La hausse programmée des prix de l'essence et du gasoil à l'automne 2018 met la France à feu et à sang, alors même que 85% des Français se déclarent concernés par le changement climatique et que dans son principe, la taxe carbone améliore l'efficacité économique parce que ça internalise des externalités de pollution. C'est le principe du pollueur-payeur. Et puis en plus, la taxe carbone, on sait, c'est un instrument clé de la transition énergétique et de la lutte contre le réchauffement climatique. Ça pousse les entreprises en particulier à produire plus vert et à innover plus vert. Donc la taxe carbone, on ne peut pas ne pas la faire. C'est un des deux instruments clés de la lutte contre le réchauffement climatique. Donc c'est une réforme que tous les autres pays ont fait, que des gouvernements de gauche et de droite dans le passé en France poussent, que 85% des Français ont l'air pour, ça a l'air juste et ça a l'air efficace, et puis ça n'a pas marché. Et la question, c'est pourquoi ça n'a pas marché. Et alors là, il y a une étude récente de ma collègue Stéphanie Stancheva, qui est professeure à Harvard, mais qui est également membre du Cercle des économistes, à la tête d'une équipe de chercheurs de Harvard et de l'OCDE. Et cette étude a conduit une large enquête d'opinion sur la perception des politiques de lutte contre le réchauffement climatique. Ça couvre 20 pays, 50 000 personnes représentatives des populations des 20 pays. Et cette étude, qu'est-ce qu'elle montre ? Elle montre que le soutien aux politiques environnementales nécessite deux conditions. La politique doit être perçue comme efficace, mais en plus, elle doit être perçue comme juste et équitable. Et c'est là que le bas a blessé avec la taxe carbone. C'est qu'en fait, on a tous pensé que c'était juste et efficace, tous, en tout cas. Or, en fait, la hausse programmée du prix de l'essence et du diesel s'est révélée quelque part régressive. En proportion du revenu, elle affectait davantage les ménages modestes et elle frappait de plein fouet les familles qui habitaient hors des centres-villes et n'avaient pas d'autres moyens de locomotion que la voiture. Vous savez, en France, on a des TGV, on peut aller de centre-ville à centre-ville, mais les moyens de transport pour aller des grandes banlieues au centre, à part l'Île-de-France qui est formidable, c'est pas terrible. Hein. En fait, c'est pas génial du tout, ça pourrait être bien meilleur. Hein. Voilà, mais c'est pas la responsabilité de la présidente. Voilà. Et nous, le grand problème, c'est qu'en Allemagne, c'est le contraire. Ils n'ont pas de très bons centre-ville à centre-ville, mais ils ont de bons systèmes des banlieues vers les centres-villes. Et là, vraiment, ces gens-là ont été frappés de plein fouet. Et il y a eu ce sentiment que les plus riches
eh bien, ils échappaient à ça. D'abord, souvent, ils habitent des centres-villes, et puis, eux, si on augmente le prix de carburant, eux, ils peuvent toujours payer pour polluer, quoi. Et donc, il y a eu vraiment cette perception d'injustice qui, en grande partie, explique pourquoi cette réforme n'a pas fonctionné. Alors, une autre réforme qui avait l'air simple et juste, c'était la réforme des retraites à points. Et là, moi, j'ai une part de responsabilité, puisque je faisais partie de l'équipe d'Emmanuel Macron pour préparer son programme, et on se disait, mais la réforme à points, tout le monde, c'est la même retraite pour tout le monde, il n'y a plus de régimes spéciaux, c'est facile, c'est simple, parce que c'est la même chose pour tout le monde, et donc, ça va fluidifier le marché du travail, c'est juste, etc. Et puis, je me suis retrouvé un jour dans un débat avec Delevoye, où tous les deux, on défendait la réforme, et en face de nous, on avait des enseignants qui commencent à nous dire, mais nous, écoutez, on y perd beaucoup, parce que nous, on a des petits salaires, des petites primes, on se rattrape sur les retraites, donc si vous égalisez nos retraites avec des autres qui ont des grosses primes et des gros salaires, eh bien, l'égalité devient inégalité. Et puis, ils avaient fait leur calcul, ils perdaient. Et on s'est rendu compte, finalement, que ce qui était simple était compliqué, et que ce qui était juste, en apparence, n'était pas si juste que ça, quoi. Et donc, si vous voulez, en fait, l'économie politique de la réforme, c'est quelque chose de passionnant, c'est un domaine passionnant, et ça tourne autour toujours des mêmes questions. Et je vais juste soulever quelques questions, et après je vais donner la parole à mes amis. Une première question qui se pose souvent, c'est quand est-ce qu'il faut aller vite, quand est-ce qu'il faut faire Big Bang, et quand est-ce qu'il faut être gradualiste. Peut-être flat tax, marché du travail, il fallait très vite. Ou peut-être il y a des réformes qu'on fait en utilisant l'état de grâce et on va très vite. Et puis il y a d'autres choses où il faut être plus graduel. Un exemple de succès gradualiste, c'est le vaccin. Qu'est-ce qu'on a fait? Au début, on a dit les plus vulnérables peuvent, s'ils veulent, se faire vacciner. Et puis les plus vulnérables se sont fait vacciner. Du coup, on a appris sur le vaccin et ça les a rendus moins contagieux. Du coup, ensuite, ceux qui étaient un peu moins vulnérables avaient la possibilité de se faire vacciner. Tout ça était volontaire, mais c'était graduel. Et une fois que la majorité écrasante des Français ont été vaccinés, alors on a fait le pass vaccinal parce que là, il y avait le soutien politique pour cette mesure de passe vaccinal. Et ça a été une formidable mesure que le président de la République a décidé le 12 juillet de l'année dernière. Et moi, j'ai travaillé à une étude qui a montré les effets à la fois sanitaires et économiques extrêmement vertueux du passe vaccinal. Ça, c'est un exemple de gradualisme, où le gradualisme vous aide à construire des constituencies en faveur de la réforme et faire passer la réforme. Il y a des cas où il faut aller très vite et on ne peut pas être gradualiste. Donc, quand est-ce qu'il faut être gradualiste? Quand est-ce qu'il faut aller très vite? Deuxième question, jusqu'où faut-il compenser les perdants? Par exemple, mes amis Viplos et Delpla, il y a quelques années, au moment du rapport Attali, avaient écrit un livre où ils disaient qu'il fallait largement compenser les perdants quand on faisait la réforme des taxis et qu'on autorisait les VTC, etc. Est-ce que le gradualisme ne permet pas de réduire les coûts de la transition en faisant qu'on a moins à compenser les perdants? Donc, comment on pense... Qu'est-ce qu'il faut compenser? Comment compenser? Et comment relier ça au problème de la vitesse des réformes? Troisième question, j'arrive presque au bout. Les politiques peuvent-ils se passer de la société civile, des corps intermédiaires? Quand est-ce qu'il faut dire, bon écoutez, j'ai pas de temps à perdre, il faut que j'aille vite? Et quand est-ce qu'il faut dire, eh bien non, il faut que je prenne le temps de négocier, quel que soit le temps que ça prend, et en fait, il y a des fois où il faut perdre du temps pour gagner du temps. Il y a des fois où il faut dire, en Allemagne, par exemple, dans les pays scandinaves, on passe beaucoup de temps à négocier avec les corps intermédiaires. Quand est-ce qu'il faut passer en force? Quand est-ce qu'il faut se donner le temps de négocier? Et des fois, peut-être en prenant le temps, on gagne du temps. Donc voilà, quand? Donc ça, c'est la troisième question. Question suivante. Vous en avez marre? Vous avez essayé? Et je donne. J'ai fait les 8 minutes, mais j'introduis le débat. Désolé, presque terminé. Bon. Voilà, et la dernière question, je suis désolé, je passe. Voilà. Comment peut-on passer d'un système où l'État est tout-puissant et ignore la société civile à un système où la négociation et le compromis sont la norme? Les pays rhénans et scandinaves ont réussi cette transition. Pourquoi pas nous? Alors je donne la parole dans l'ordre à Valérie Pécresse, André Frérot, Ross McInnes et Édouard Philippe. Valérie va nous parler de comment réconcilier le pays avec l'idée même de réforme. Antoine va nous parler du primat de l'économie mais de la primauté de la politique. Ross va nous parler du marché qui a besoin de l'État et de la société civile. Et Édouard va nous parler de beaucoup de choses, en particulier de la nécessité de réconcilier les Français avec les faits et avec l'éducation économique et de comprendre les principes de l'économie.
Valérie d'abord. Voilà, merci. Un grand merci à Philippe pour cette introduction. Alors, on a préparé cette table ronde, mais Philippe ne nous a pas donné les questions. Alors, vous allez m'excuser parce que je n'avais pas prévu totalement d'y répondre. Donc, je vais faire voilà, un discours très libre, vous me connaissez, et un peu peut-être poil à gratter. Alors, vous vous souvenez de cette phrase magnifique « c'est l'économie stupide ». C'est l'économie stupide. Je ne ferai pas un petit questionnement, mais qui a prononcé cette phrase ? Bill Clinton. Bill Clinton, dans un débat avec George Bush pour l'élection présidentielle américaine, c'est l'économie stupide. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? Il voulait dire que les réalités économiques se rappellent à nous et que dans une élection, il faut aussi que l'économie soit prégnante. Il n'y a pas de grand pays sans grande économie. Alors ça contraste singulièrement évidemment avec, j'allais dire, les débats d'une présidentielle française, où finalement on pense tous, ou en tout cas en grande partie, depuis le général de Gaulle qui disait la politique ne se fait pas à la corbeille. Vous vous souvenez de cette belle phrase, c'est pas la bourse qui fait la politique, jusqu'à Jean-Luc Mélenchon qui considère que finalement l'économie doit se plier aux réalités politiques. Donc on a toujours mis l'économie en second. Et je pense qu'aujourd'hui, on est rattrapé par les réalités économiques. Alors il y a un paradoxe dans notre pays, c'est que nous avons 2 des 8 derniers prix Nobel d'économie. Donc nous avons des penseurs économiques d'une qualité exceptionnelle, n'est-ce pas Philippe ? Mais en même temps, on a 170 économistes qui signent pour le programme de la LFI, économique. Donc qu'est-ce que ça dit de la France ? Ça dit une passion de l'égalité qui devient bien supérieure à notre passion de la liberté et une passion, j'allais dire, du social, de la question sociale, qui domine tout et qui domine y compris les réalités du monde économique. Alors, je dois, à l'honnêteté de vous dire que le quoi qu'il en coûte a accentué le désintérêt des Français pour l'économie. Parce que si finalement on peut faire une politique de l'open bar en faisant des chèques à chaque fois qu'il y a un problème, à ce moment-là, pourquoi faire des efforts ? Pourquoi faire des réformes ? Pourquoi s'obliger à travailler davantage ? Pourquoi s'obliger à réorganiser complètement son boulot, son travail, la façon dont on conçoit les rapports entre les uns et les autres ? Donc, l'idée même de réforme, elle est torpillée par le quoi qu'il en coûte. Alors le quoi qu'il en coûte, il a une origine théorique. C'est la nouvelle politique monétaire, la théorie de la nouvelle politique monétaire. Vous savez, Stéphanie Kelton, qui a écrit un livre qui a torpillé l'économie en disant, ça s'appelle le mythe du déficit. Et ce qu'elle dit, c'est finalement, on peut utiliser la planche à billets pour provoquer une relance de l'économie et finalement les déficits sont secondaires. Sauf que cette question-là, cette politique monétaire-là, hyper expansionniste, elle se heurte aujourd'hui à la réalité de la remontée des taux d'intérêt, la remontée de l'inflation, la remontée de la crise. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on touche au bout du quoi qu'il en coûte. L'argent magique, c'est terminé. Et moi, je crois que, sans doute, aurions-nous été mieux avisés pendant cette crise Covid, plutôt que de faire du quoi qu'il en coûte, de faire du tout ce qu'il faut. Il y a eu un peu un mixte au sein du gouvernement, il y a eu un peu un mixte. Quoi qu'il en coûte, tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut, c'est ce qu'il est nécessaire de dépenser pour amortir la crise. Quoi qu'il en coûte, c'est l'open bar. Donc moi, j'aurais défendu une politique plus ciblée et accompagnée de réformes de structure. Parce que, et c'est le sujet, comment est-ce qu'on réconcilie les Français avec l'idée de réforme ? Mais il faut que la réforme ne soit pas en permanence synonyme de casse sociale. Il faut qu'elle ne soit pas synonyme de sang, de larmes et de sueur. Il faut que la réforme soit gagnante. Il faut que les Français voient comment leur vie va s'améliorer avec la réforme. C'est ce qu'il y a de plus difficile. Nous, les politiques, on a très rarement réussi à faire ça. C'est-à-dire à expliquer comment une réforme peut se traduire par une amélioration de la vie. Alors comment est-ce qu'on fait pour rendre désormais la réforme, peut-être pas populaire, mais en tout cas compréhensible, pour faire adhérer les Français à cette idée de réforme? Moi, je pense qu'il faut des réformes dans notre pays. Pourquoi? D'abord, il faut dire la vérité aux Français.
Et la vérité, plus personne ne la leur dit. Nous avons une dette qui monte au ciel. Enfin, j'ai entendu quand même que Bruno Le Maire, qui je crois sera là demain, a un peu changé son discours par rapport à il y a 2 mois. Mais nous avons une dette qui ne peut pas monter jusqu'au ciel. Nous avons des déficits commerciaux qui témoignent, malheureusement, de la désindustrialisation de notre pays et de la faiblesse de notre tissu productif. On n'a jamais autant été en déficit commercial. C'est ça la réalité. Et on a un chômage structurel qui, contrairement à ce que j'entends dire, est le double de celui de nos voisins. Parce que nous n'avons pas une vraie performance sur le retour à l'emploi et sur la formation de nos jeunes. C'est ça, et sur la conversion de nos demandeurs d'emploi et sur la transition vers les nouveaux métiers. C'est ça la réalité et la vérité. Et moi, maintenant, je vais vous dire, ça fait des mois que je le dis, mais je vais continuer, je dirai toujours aux Français la vérité, même s'ils ne veulent pas l'entendre. Donc il faut leur dire la vérité. Une fois qu'on leur a dit la vérité, eh bien, il faut leur proposer une réforme désirable. Je crois qu'il y a aujourd'hui 4 ou 5 réformes indispensables de notre économie qu'il va falloir faire et qu'il va falloir avoir le courage de faire. Il y a d'abord la réforme de l'État. La performance publique, ce n'est pas un gros mot. On ne peut plus rester champion du monde des impôts et avoir des services publics qui sont plus champions du monde. Avant, on payait beaucoup d'impôts, mais on avait la meilleure santé, les meilleurs transports, la meilleure école. On était fiers. Aujourd'hui, on a quoi? Protéger, éduquer, soigner. Les 3 missions clés des services publics, l'âme de notre pays. Protéger, éduquer, soigner, ce qui est payé avec vos impôts. Eh bien aujourd'hui, nous avons une très mauvaise performance dans ces 3 domaines. On a une justice qui est complètement noyée, on a une école qui est complètement, j'allais dire, tendue, et on a un hôpital dans lequel on ne recrute plus. On ne recrute plus de profs, on ne recrute plus de soignants. Donc la performance publique doit redevenir au cœur. Et c'est comme ça qu'on réconciliera les Français. Parce que si on leur offre des meilleurs soins, si on leur offre une meilleure protection, si on leur offre une meilleure éducation, plus de chances dans la vie de réussir, une meilleure formation, alors on les réconciliera. Mais pour faire ça, il faut réformer l'État. La bureaucratie, ça suffit. Les dépenses somptuaires, ça suffit. Voilà, il faut réformer l'État. Il faut avoir ce courage. Il faut décentraliser parce qu'on sera plus efficace si on est au plus près pour la décision. Et puis, quand on veut réformer, je réponds à la question de Philippe, il vaut mieux supprimer une structure et la recréer que d'essayer de la réformer de l'intérieur. Moi, je le sais, d'expérience, pour l'avoir fait dans ma région et pour avoir fait la réforme des universités. Il vaut mieux recréer quelque chose, fermer et recréer, parce qu'on part de zéro. À l'heure du numérique, on recrée tous les process, on réinvente l'État. On ne le réforme pas, on le réinvente. Il faut réinventer l'État. Ensuite, il y a la réforme des retraites. Moi, je suis désolée, la recherche de consensus sur ce sujet n'est pas de mise. Il y a un vrai diagnostic, nous allons vivre plus longtemps, il faut équilibrer les retraites, il faut garantir, c'est un pacte social les retraites. Et donc on ne peut pas ne pas garantir aux retraités leur fin de vie, une fin de vie digne. Retraite, transition écologique évidemment, qui suppose de revoir de fond en comble la façon dont nous vivons, la façon dont nous produisons et la façon dont nous consommons. Donc troisième grande réforme. Et puis enfin la 4e, c'est le travail. Nous ne travaillerons plus de la même façon. Et aujourd'hui, c'est la grande démission mondiale. La crise Covid a provoqué un vrai désengagement au travail. Réengager les Français au travail, ça veut dire redonner du sens, des rémunérations bien sûr. Et l'intérêt, par exemple, si on fait la réforme des retraites, moi je proposais de faire la réforme des retraites et de baisser les cotisations retraite pour qu'on gagne en salaire. Vous voyez, faire un gagnant-gagnant. Il faut faire un gagnant-gagnant. Il faut plus de salaire. Il faut aussi des meilleures conditions de travail, des nouvelles conditions de travail et du sens. Tout ça, c'est des réformes clés pour notre pays. Et pour conclure, parce que je ne veux pas être trop longue, moi j'ai la conviction qu'un pays qui n'arrive pas à se réformer finit par faire la révolution. Parce que l'absence de réforme accroît les tensions sociales. Les Français qui voient qu'on est incapable d'avoir le leadership suffisant pour transformer le pays, ils se mettent à avoir peur. Voilà. Alors je citerai Hayek. Voilà, il faut de temps en temps citer un libéral, y compris au cercle des économistes. Je citerai Hayek qui a tellement bien compris la gestion des crises et la création des bulles spéculatives. Il a dit, les réalisations économiques naissent de l'action des politiques
et pas de leurs bonnes intentions. Donc à un moment donné, le temps de l'action est venu, et pas celle d'un keynésianisme technocratique, du quoi qu'il en coûte, mais celle du tout ce qu'il faut, c'est-à-dire du courage des réformes. Je vous remercie. Antoine. Merci Philippe. Alors dans la manière de réconcilier la politique et l'économie, il me semble qu'il faut bien situer l'un par rapport à l'autre. Je crois qu'il n'y a pas d'économie solide et prospère sans un cadre politique, un cadre de politique économique clair et cohérent qui insère l'économie et qui trouve une majorité dans la population. Ce cadre politique, décidé par les politiques, c'est soit l'économie de marché, qu'on appelle aussi le capitalisme, ça peut être l'économie administrée, ou bien autre chose, si on le trouve. En France, on a choisi l'économie de marché avec un cadre, le code civil, le code du commerce, le code du travail, le code de l'environnement, par exemple. Et donc, si tout vient de l'économie, il n'y a que la politique qui vaut. Tout à l'heure, Philippe disait réconcilier l'économie et la politique, c'est permettre l'économie efficace en vérifiant que c'est politiquement réalisable. C'est-à-dire qu'il disait l'objectif c'est l'économie et son efficacité, sous contrainte de la faisabilité politique. Je pense que c'est l'exact inverse qui est vrai. C'est la politique qui commande, parce que c'est le choix du peuple démocratique, qui fixe le cadre sur lequel on a discuté, et dans ce cadre, les acteurs économiques se déploient. Je suis moi-même, bien sûr, un très chaud partisan de l'économie de marché. Et je pense que l'économie administrée, ça ne fonctionne pas, ça ne permet pas de rendre un peuple prospère, et longtemps prospère. Mais on peut avoir d'autres choix. Mais je pense que les relations entre l'économie et la politique doivent se faire dans le bon sens. La politique commande, fixe le cadre, ne fiche pas tout, mais elle donne clairement le sens. Et dans ce sens et ce cadre, les acteurs économiques optimisent leur propre action sous les contraintes du cadre politique. Prenons le cadre environnemental, le code de l'environnement, ou ce qui pourrait en advenir. Effectivement, la meilleure manière de faire en sorte que tous les acteurs de l'économie polluent moins, c'est de rendre la pollution plus coûteuse que la non-pollution ou que la dépollution. C'est dans ce cadre-là que le principe pollueur-payeur trouve tout son sens. Et je peux vous assurer que pour l'immense majorité des acteurs économiques, si polluer et donc émettre du CO2 par exemple coûte plus cher que de ne pas en émettre ou de l'enlever, très rapidement, les acteurs économiques vont l'enlever. Il en est du même du code du travail ou du code du commerce. Et donc, la meilleure manière de réconcilier la politique et l'économie, c'est de débattre du cadre de politique économique que collectivement une population souhaite. Et les acteurs économiques sont aussi des citoyens, donc ils peuvent bien sûr participer à ce débat, mais c'est bien la réflexion politique, le choix collectif, qu'est-ce qui est souhaitable, qu'est-ce qu'on attend d'une économie, qu'est-ce qu'on attend d'une entreprise. Est-ce que c'est seulement de la performance économique ou bien aussi, en plus, avec une performance sociale, une performance sociétale, une performance environnementale, donc une performance plus large, plurielle des entreprises, ou est-ce que c'est seulement une performance économique, voire uniquement une performance financière? Voilà un débat que d'ailleurs la loi Pacte a commencé à faire évoluer afin de proposer un cadre plus large à l'action économique, ou en tous les cas des objectifs et des performances plus larges au monde économique par rapport à ce qu'on lui proposait depuis une trentaine d'années. Voilà, je pense, comment on pourra réconcilier la politique et l'économie. Si on fait l'inverse, si c'est l'économie qui commande, eh bien moi je suis persuadé que le cadre politique économique qui est le nôtre, il volera en éclats très vite. Il sera contesté, il sera rayé de la carte. Donc il ne faut pas se tromper de priorité et commencer par le haut, afin de construire en dessous
les murs. Mais merci beaucoup, Antoine. J'ai peut-être je vais passer tout de suite la parole, mais souvent, enfin, je crois qu'il y a un va-et-vient. Je ne crois pas que ça va dans une seule direction, parce que souvent, quand on discute des programmes des hommes politiques, souvent, ils s'entourent de sociologues, d'économistes, de toutes sortes de gens avec qui ils discutent et ils élaborent des plateformes. Et donc, je crois qu'en fait, ça va un peu dans les deux sens, quoi. Voilà. Bien sûr, pour le débat. Parce qu'il y a des idées, tu vois, sur le long terme, par exemple, l'inégalité, l'innovation verte, l'importance de l'enseignement supérieur pour la croissance, c'était des idées qui n'étaient pas dans le débat. Et c'est beaucoup les économistes qui ont mis ces idées. Ensuite, les politiques les ont poussées, et ensuite, on retourne vers l'économie. Je crois que ce n'est pas à sens unique, tu vois. Mais comme je ne veux pas du tout enlever du temps de parole à Ross, Ouais. je donne la parole à Ross immédiatement. Juste deux mots là-dessus. Bien sûr, quand c'est le temps du débat et des idées, tout est bon à prendre. Mais quand il faut décider, chacun ses responsabilités. Ce sont les politiques qui prennent la responsabilité politique et qui décident de la politique. Et c'est pas parce qu'on entend souvent les politiques n'y arrivent pas qu'il faudrait que l'économie prenne le pouvoir. Ce qui pose le problème des technocrates. Sinon, c'est la pire des choses. Souvent, il arrive que ce soit des technocrates qui décident, qui ne sont pas vraiment des politiques. Mais ça, c'est un autre débat. Ross, voilà, parole sur le triangle, sur le triangle marché, État, société civile. Merci Philippe. Réflexion d'un libéral solitaire. Objectivement, ce qui s'est passé depuis 2 ans, j'appellerais ça les 3 C, ont considérablement changé le regard qu'un libéral dans l'entreprise peut porter sur l'influence du politique. Les 3 C sont Covid, climat et conflit. Premier C, la Covid, où l'État a été de manière efficace assureur de dernier recours de notre économie, ce qui a préservé des compétences, préservé des emplois, assuré la cohésion sociale et préservé la sérénité de nos salariés. Deuxième constat, deuxième C, le climat. Antoine l'a évoqué, le changement climatique imposera un certain nombre de choix et seul le politique peut les imposer par la tarification du CO2, mais également par des mesures d'atténuation de certaines mesures d'économie d'émissions qui peuvent être régressives dans leur impact fiscal. Là encore, le rôle du politique est essentiel et l'entreprise ne pourra pas le faire sans cette régulation. Le troisième C, c'est le conflit. Les événements tragiques de ces derniers 6 mois nous ont conduit à revoir sous l'œil souverain des États, très légitimes, nos politiques de fourniture, d'approvisionnement. On parle maintenant de nearshoring, friendly shoring. Donc voilà 3 domaines où l'interaction entre le politique et l'économique s'avère cruciale. Dit autrement, et pour reprendre ce que Gordon Brown avait dit à propos d'Adam Smith, la main invisible a parfois besoin d'un coup de main. Et là, le politique est à même... Alors, le politique agit via l'État. C'est là que ça se complique. Il devra agir à travers un État qui est réformé. Je prends 2-3 exemples. J'ai dit tout à l'heure que l'État avait été l'assureur ultime de l'économie. Mais mon assureur, lorsque j'ai une fuite dans mon salon, il me rembourse, mais il ne m'explique pas, il ne choisit pas la peinture que je dois utiliser pour repeindre le salon. Chacun à sa place. Par ailleurs, quand on parle d'investissement, notamment de choix technologiques, il faut laisser le marché à la science trouver les bonnes innovations. Pourquoi ? Parce que l'État n'a pas la culture du risque. En France, il est parfaitement légitime de gaspiller l'argent public, mais il est inacceptable d'en perdre, pour des raisons culturelles parfaitement compréhensibles. Donc là encore, chacun dans son rôle. Par ailleurs, la transition, nous l'avons beaucoup entendu, énergétique, va consommer plusieurs points de PIB. 3% par an, disent certains économistes, je crois, voire plus, sous le contrôle de Philippe. Dans ce triangle, ménages, entreprises, État, certes, les ménages devront faire un certain nombre de sacrifices d'ajustement de niveau de vie en préservant ceux qui sont les moins fortunés. Les entreprises devront faire des investissements dans la rentabilité et probablement en deçà de celles qu'elles peuvent attendre d'investissements capacitaires normaux. C'est normal, c'est attendu, la régulation l'imposera très légitimement. Mais je crois que l'État également a son rôle à jouer parce que lui, l'État, devra relâcher
la pression fiscale pour permettre aux entreprises et aux ménages, accessoirement, mais surtout aux entreprises, de faire cet effort sans que leur marge n'atténue leur capacité à autofinancer les autres investissements de recherche et de développement qui restent nécessaires si nous voulons rester dans la course. Autrement dit, il ne faut pas que le trésor public soit le vampire du pouvoir d'achat et de la réindustrialisation. On parle de changement. Alors j'ai hésité entre deux formules pour conclure. Première formule est celle du très cynique Edgar Faure, qui disait « On a décrété le changement, mais depuis l'immobilisme s'est mis en marche et je ne sais plus comment l'arrêter. » Alors, pour être optimiste, je vais quand même choisir la conclusion de Jean Monnet en la matière. Les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité et ils ne voient la nécessité que dans la crise. Nous y voilà. Merci. Alors pour terminer, donc je donnais la parole à Édouard Philippe, qui, entre autres, veut nous parler un peu du fait que les décideurs peut-être, mais les citoyens, on est un peu fâchés avec les faits, et puis on n'a peut-être pas l'éducation économique. En tout cas, c'est vrai que l'économie, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend comme les maths ou comme 2 et 2 ne font pas 4 en économie pour beaucoup de gens. Et comment on peut réconcilier nous tous avec les faits économiques et avec les principes de base de l'économie et pourquoi c'est important. Voilà, donc la parole est à vous. Merci beaucoup. Quand on pose la question réconcilier économie et politique, on la pose à tellement de niveaux différents que c'est assez compliqué de trouver une réponse univoque et d'une certaine façon, je partage assez volontiers tout ce qui a été dit auparavant. Alors moi, j'ai essayé de réfléchir en me demandant qu'est-ce que ça voulait dire réconcilier économie et politique et en prenant la définition la plus basique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que les faits, les réalités économiques, les mécanismes que la science, dans toute la mesure du possible, a réussi à dégager et à construire, soient prises en compte dans l'action publique, qui est une autre façon de parler de la politique, mais qui est l'action publique. Et bon, dit comme ça devrait être assez facile, parce que moi je connais beaucoup de responsables politiques, et ils sont tous, absolument tous, quelle que soit leur conviction, absolument tous animés par le souci de faire avancer les choses et d'essayer d'utiliser leurs convictions pour faire du bien au pays. Absolument tous. Mais vraiment. Et donc ça devrait être assez facile. Et ce qu'on constate, tous ensemble, c'est que c'est extrêmement compliqué. Alors pourquoi est-ce que c'est extrêmement compliqué ? Pourquoi est-ce que c'est extrêmement compliqué ? Et d'une certaine façon, pourquoi est-ce qu'on se pose la question de réconcilier économie et politique alors qu'on ne devrait pas être fâché ? On ne se pose pas la question de réconcilier, normalement, on ne devrait pas se poser la question de réconcilier la loi de la gravitation universelle et la politique. Hein, quand vous prenez une pomme, vous la lâchez, elle tombe. On est assez d'accord sur les faits. Et on est même capable, heureusement maintenant, d'expliquer pourquoi elle tombe. Et il ne s'agit donc pas que le discours politique vous explique qu'elle ne va pas tomber. Eh bien, en économie, ça ne marche pas comme ça. Et ça ne marche pas comme ça pour plein de raisons, indépendamment des différences entre les sciences économiques et les sciences physiques, mais passons là-dessus. Ça ne marche pas comme ça d'abord parce que mon sentiment, c'est que collectivement, et je ne dis pas ça pour les responsables, je ne dis pas ça pour certains responsables politiques, je ne dis pas ça pour les responsables politiques, je dis ça pour tout le monde. Nous avons une capacité à nous raconter des histoires et à ne pas regarder les faits tels qu'ils sont, qui est absolument fascinante. Et il en va des faits économiques, si j'ose dire, comme de tous les autres faits. Le discours politique et le débat politique est évidemment un débat qui est surexposé et surtraversé par les postures. La présentation journalistique est très souvent tellement éditorialisée que l'analyse simple des faits est renvoyée à quelque chose qui, au fond, est soit trivial, soit accessoire. Et dans le débat public, on se plaît à se raconter des choses qui n'ont pas beaucoup de rapport avec la réalité brute, si j'ose dire, des faits. Et on se raconte des histoires. Et parfois, c'est important de se raconter des histoires.
parce que parfois ça peut faire partie d'un grand récit qui donne, qui énergise, qui galvanise, mais enfin, à la fin, quand on ne regarde pas les faits, souvent, c'est eux qui finissent par vous regarder. Et ils deviennent assez durs. Alors, cette capacité à se mentir, ou à privilégier systématiquement des raisonnements qui ne bouclent pas, c'est-à-dire qui partent très vite dans des thèmes et qui ensuite vous expliquent d'autres choses qui ne sont pas compatibles avec ce que vous venez de dire, qui est très important, eh bien ça, c'est véritablement quelque chose qui est radicalement incompatible avec l'idée de réconcilier l'économie et la politique. C'est la première chose, c'est la première raison pour laquelle c'est assez difficile. La deuxième raison, c'est que je constate dans notre pays, et je ne le dis pas en me disant moi c'est très différent parce que moi je suis un crack et je connais ça, c'est pas vrai, je constate dans notre pays une culture économique qui est assez limitée. Je voudrais en prendre un exemple. Les mécanismes de formation des prix. Il y a plein de gens très intelligents qui ont écrit plein de choses très intelligentes sur ce que c'est qu'un prix, sur comment est-ce qu'il se forme. Bon, mais fondamentalement, on voit bien que l'idée du prix, c'est, par sa variation, quand même, dans l'ensemble, d'ajuster une offre et une demande. Et là, je vous ai dévoilé, en 30 secondes, toute ma science économique. Oui, enfin, au moins, j'ai compris. Parce qu'on a, sans aucun problème dans le débat public français, et c'est propre ni à la gauche, ni à la droite, des gens qui vous expliquent que bloquer un prix, ça n'a pas de conséquences. Ou plus exactement, que la seule conséquence du blocage d'un prix, c'est le fait que le prix ne va pas évoluer. Et franchement, pardon, mais on sait que c'est pas ça. On sait que quand on bloque un prix, les conséquences, c'est pas simplement que le prix ne va pas évoluer. C'est qu'il va y avoir un déséquilibre assez durable, et progressivement, si le sujet est sensible, assez grave, entre une offre et une demande, et qu'il va falloir le régler autrement. Et si ce n'est pas par le prix, c'est autrement. Et cet autrement, il n'est pas toujours très réjouissant. Et donc, je constate, moi, que dans le débat public, des mécanismes importants sont, au fond, posés comme à côté, on n'en tient pas compte, parce qu'on préfère l'histoire qu'on raconte à l'élément de rationalité et l'élément de science sur lequel on peut se raccrocher. Deuxième chose. La troisième chose, il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi sur les prix, là. On est deux, le combat commence. La troisième chose, c'est qu'il faut bien reconnaître que les interactions entre le monde de l'économie, qui soient d'ailleurs les acteurs économiques les plus investis ou les universitaires, et le monde politique, ce ne sont pas du tout des mondes étrangers dans lesquels on ne se parlerait pas, c'est pas vrai. Il y a énormément de points d'interaction, heureusement d'ailleurs. Mais les points d'interaction ne sont pas exactement des points de compréhension, manifestement. Il n'y a pas une dynamique très positive. Je voudrais en citer quelques exemples, qui retracent bien d'ailleurs le premier point où je disais qu'on se racontait des histoires. On a parlé des retraites à juste titre, et ce n'est pas le seul sujet qui m'intéresse, hein. Mais quand même, pour essayer de ramener un petit peu de rationalité, et un petit peu de rationalité économique dans les retraites, on a, il y a longtemps, une bonne vingtaine d'années, inventé un instrument qui s'appelle le COR, et qui rassemble plutôt des économistes. Et dont l'idée, c'est justement d'essayer de ramener des faits, de la rationalité dans un débat qui est bien trop souvent un débat d'intérêt qui s'oppose ou un débat de posture qui se propose. Et bien, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? En tout cas, qu'est-ce que moi j'ai constaté quand je me suis intéressé de près au sujet des retraites? C'est que, comme on n'a pas envie d'assumer les faits, et qu'on aime bien se raconter des histoires, on a pris des hypothèses qui progressivement sont de plus en plus larges, voire franchement de plus en plus larges et de plus en plus irréalistes, simplement pour garder tout le monde à bord et pour se dire que comme ça, on faisait de la discussion et du consensus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui vous disent, selon un certain nombre d'hypothèses du corps, on n'a pas du tout besoin de bouger le système des retraites. Et c'est vrai, selon un certain nombre d'hypothèses du corps, on n'a pas du tout besoin de bouger les retraites. Moi, je vais vous dire, hein, si la France fait 3% de productivité en plus pendant 20 ans, on n'a pas du tout besoin de bouger les retraites. Le problème, c'est que ça fait 30 ans qu'on ne fait pas ça. Et que c'est assez improbable qu'on réussisse à le faire dans les 20 années qui viennent. Mais c'est une hypothèse. Et donc, cette expertise, cette science, elle est finalement plus là où on espérait qu'elle soit
pour poser les débats publics dans de bonnes conditions. Et je termine parce que c'est un tel plaisir d'être ici à côté d'un économiste éminent que, puisque je réfléchis aux retraites, je constate que le président de la République en 2017 a été élu en proposant une réforme qui n'était pas du tout simple, hein. Elle était très très compliquée, beaucoup trop à mon sens, mais très compliquée, très intelligente aussi, et qui avait été préparée par des économistes. Elle était très intelligente. Non, mais vraiment. Elle était. Attendez, je vais terminer. Vous allez voir, chacun fait sa thérapie comme il peut, hein. Moi, ça me fait du bien. Et elle était très très intelligente, et vraiment très intelligente. Elle était très compliquée. Et quand un certain nombre de gens sont venus dire, et à la fin la décision elle est politique, c'est pas les économistes qui l'ont prise, hein. Mais quand un certain nombre de gens sont venus dire, attention, c'est peut-être très intelligent, c'est peut-être in fine très juste, et in fine c'était très juste. C'est peut-être même à certains égards assez efficace parce que ça envoie des messages et des incitations qui sont opportunes. Mais quand même, un peu plus simple, par exemple, on joue sur la durée de cotisation ou sur l'âge, un peu plus simple, on ne dit pas il y a un seul régime unique, allez, on va en faire 3, vous voyez, c'est mieux que plus d'une trentaine, déjà 3, on avance. On peut même garder les points si on veut, mais on fait quand même que 3 régimes. Et on supprime un certain nombre de choses qui nous paraissent très au-delà de ce qui est acceptable dans la société d'aujourd'hui, même si c'était justifié dans la société d'hier. Eh bien, bien sûr qu'il y a un débat politique et qu'il y a des gens qui disent « c'est pas ça qu'il faut faire », mais ça c'est normal. Mais la capacité dans le débat public des économistes eux-mêmes à intégrer ce niveau de contrainte pour que la réforme passe n'a pas été, autant que je m'en souvienne, complètement au rendez-vous. Sur la réforme des retraites, moi je ne l'ai pas proposé moi-même, l'idée était venue de... C'était une réforme, c'était pas aimé de moi, c'est pas grave. Mais j'ai très vite reconnu qu'il fallait aller dans une autre direction. Voilà, donc au moins on reconnaît, et au moins voilà, il y a l'idée quand même chez les universitaires, d'essayer de reconnaître quand ils se sont trompés, quand quelque chose ne va pas dans la bonne direction et d'essayer de corriger. Je me suis demandé s'il n'y avait pas un problème en France quand même aussi, par rapport à d'autres pays. Par exemple, moi j'ai connu des directeurs de banque centrale, ils sont tous formidables en France et ailleurs. Mais en Angleterre, aux États-Unis, les directeurs de banque centrale ou les ministres des Finances étaient souvent des universitaires qui avaient fait leur pied. Alors nous on a eu un, c'était Dominique Strauss-Kahn, qui était ministre des Finances. Mais c'est vrai que dans les pays anglo-saxons, c'est beaucoup plus des universitaires qui passent de l'université à... et chez nous, ils passent souvent par une formation qui est excellente, Sciences Po, l'ENA, qui est très bien, mais on fait un peu d'économie à Sciences Po, maintenant plus qu'on en faisait avant, hein. Mais à l'ENA, moi quand j'ai été faire un cours à l'ENA à Strasbourg, on m'a dit c'est le seul cours d'économie qu'on a eu cette année, quoi. Donc, et je me suis demandé s'il n'y avait pas un problème aussi chez nous de la formation des élites politiques, c'est-à-dire que moins que dans d'autres pays, notamment anglo-saxons, ils ont été... fait une carrière universitaire, recherche, mis dans le milieu de la recherche économique, etc. Si ça ne joue pas quelque part aussi chez nous un rôle, un peu une coupure un petit peu. Voilà, ça c'est quelque chose que je me suis toujours demandé s'il y avait cette spécificité française. Voilà. On peut répondre quand même. Mais absolument. Oui, absolument. Philippe, il n'y a pas que l'économie dans la vie. La politique, elle embrasse tous les domaines de la vie collective, hein, pas la vie individuelle, mais enfin, elle peut contraindre le cadre de la vie individuelle. Il n'y a pas assez de cours d'économie, mais il pourrait y avoir des cours d'anthropologie à Sciences Po, à l'ENA. Pourquoi pas des cours de physique quantique. Bon, l'économie, c'est un élément de la vie. Et c'est un outil pour le collectif. Et donc, moi, il ne me surprend pas que les responsables politiques, parce que le gouverneur de la Banque centrale, c'est un rôle politique. C'est pas un rôle d'acteur économique, c'est d'abord un rôle politique, d'orienter l'économie avec des taux d'intérêt, avec toute une série de choses. Donc, de choisir pour ce rôle-là, entouré de scientifiques, comme l'a dit le Premier ministre, entouré d'autres connaisseurs de la vie sociale et économique, ça ne me choque pas que ce soit un politique qui prenne des décisions politiques et que ces décisions, elles soient orientées par le choix démocratique.
Donc vous pensez que le fait que Ben Bernanke était grand chercheur en économie ou Mervyn King, etc., vous pensez que c'était plutôt problématique ou que c'était totalement... Le fait qu'il y ait eu voilà, des grands gouverneurs de banque centrale ou des grands ministres des Finances qui aient été voilà, des chercheurs en économie, qui se soient... Voilà, Ouais. c'est une question que je me posais. Mais Philippe, on tombe sur quelque chose qui t'est cher. C'est finalement les passerelles entre le monde de l'universitaire et le monde économique. Et aux États-Unis, les grands universitaires n'ont pas peur de créer leur start-up, de travailler pour le monde économique, d'être consultants dans le monde économique. En France, on est trop en silo, y compris nos chercheurs, qui font souvent une carrière uniquement universitaire. Tu parles des administrateurs qui passent leur temps dans l'administration. Moi, je pense qu'une des clés, c'est aussi de décloisonner. Je pense qu'il faut aujourd'hui qu'effectivement, dans l'État, on facilite le recrutement de personnes qui viennent du monde économique et qu'on hybride les cultures. Mais il faut les hybrider aussi à l'université. Tu sais bien, parce qu'on parle des réformes. On a travaillé ensemble sur l'université. Édouard Philippe a très justement raconté une chose que j'ai vécue quand j'ai fait la réforme des universités, c'est qu'on est cartésien, nous, en France. On veut des réformes cathédrales. Mais les réformes cathédrales, c'est des châteaux en allumettes. Si vous enlevez une allumette, c'est-à-dire s'il y a un point qui cristallise le conflit, que vous l'enlevez et que tout s'écroule, bah, ça ne sert à rien. Donc moi, j'ai une autre théorie. Je pense que la réforme, c'est un élastique. Et qu'on est en train d'escalader une montagne et qu'on doit planter le piolet avec un élastique. Et il faut tendre l'élastique. Mais si l'élastique craque, on repart à zéro, on dégringole la montagne. Donc il faut tendre l'élastique au plus loin qu'on peut. Et après, on enfonce le piolet. Mais il y a un non-retour. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait une réforme, que ce soit des retraites, que ce soit de l'université, une fois qu'on a avancé ces pions, on plante le piolet, il y a un effet de cliquet, on ne revient pas en arrière. Donc les réformes, il faut les remettre plusieurs fois sous le métier. Il faut accepter de faire, peut-être pas des petits pas, mais il faut la faire progressivement. Tout ce qu'on arrive à prendre... Et là, l'économie est utile pour évaluer aussi. On fait beaucoup d'évaluations. Mais la question de l'acceptation sociale, elle est clé et elle dépend du politique. Parce que la théorie, c'est super. Non, c'est pas la théorie, c'est l'évaluation empirique. Non, mais la théorie, je parle Les économistes font de la théorie et de la réforme à point, en théorie, c'était super. Mais après, c'est chaque personne. Et tu as très bien cité Viplos Delpla, qui dit qu'il faut racheter, quand on supprime des rentes, il faut les racheter. Ben moi, je crois qu'il faut racheter. Je crois qu'il faut indemniser les perdants. Ça coûte cher au début, mais à la fin, ça rapporte. Ross, tu voulais dire un mot? Et après, j'en ai une question et après, on doit terminer. C'est ça, on a quand même 2-3 petites minutes. Quand même. Sur l'idée de professeur Nimbus dans nos banques centrales, je vais citer Milton Friedman, qui avait une certaine lucidité sur lui-même. Alors je vais le faire en anglais puisque tu parles du monde anglo-saxon. Il disait He who can does, he who can't do teaches, and who he can't teach teaches economics. Je pense que je ne serai pas invité l'année prochaine. Vous m'avez pas épargné là. Voilà. Bon. Je vais quand même poser, il y a des questions de la salle, on ne peut pas ne pas, et surtout il y a de très bonnes questions. Alors, pourriez-vous expliciter le sens du mot réinventer et quel processus devrions-nous utiliser pour cette réinvention de l'État? Qu'est-ce qui veut répondre? Valérie. Bah, écoute, puisque j'ai utilisé cette expression, moi je pense que, alors d'abord il faut partir beaucoup plus bas, il faut arrêter de superposer les couches. Donc je crois à l'hyper-décentralisation. Moi, de mémoire, quand un maire veut faire quelque chose dans sa ville, il le fait. Voilà. Donc il faut s'appuyer sur... Il faut hyper décentraliser une bonne partie des décisions. Sur la politique du logement, le mal-logement est endémique, sur l'écologie urbaine, sur la lutte contre le réchauffement climatique. Il y a plein de choses qu'on peut faire en hyper local, en aidant et en... Alors, il n'y a pas de mot pour dire ça en français. Empower, déléguer le pouvoir. C'est un mot qui n'existe pas en français. Faire confiance à quelqu'un pour faire. Donc ça c'est très important. Il y a aussi le partenariat public-privé. Oh là là, j'ai dit une horreur. Mais on peut aussi réinventer l'État en utilisant, alors, quelque chose de très populaire chez nos jeunes, les start-up. Moi, par exemple, je vous donne un exemple qui va vous parler. On a quand même encore énormément de demandeurs d'emploi, de chômeurs en France. Eh bien, la région que je préside avait ouvert plein de formations. Il y a des millions de formations qui ont été ouvertes dans toute la France par les régions. Et eh bien, c'est pas Pôle emploi qui m'a envoyé le plus de demandeurs d'emploi, c'est le Bon Coin. Parce que j'ai fait un partenariat
qui m'a coûté 0 € avec Le Bon Coin, qui a accepté de mettre les formations régionales sur Le Bon Coin. Et où vont les gens aujourd'hui? Sur Le Bon Coin. Et cette désintermédiation que permet le numérique, elle permet d'améliorer considérablement l'efficacité. Et ça m'a coûté 0 € de votre argent, messieurs, mesdames, les contribuables. Donc voilà. Donc je pense que réinventer, ça veut dire faire autrement, complètement autrement. Et comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur les fonctionnaires pour faire ça? Moi, je pense qu'il faut demander aux fonctionnaires comment ils feraient complètement différemment ce qu'ils savent faire. Et vous verrez qu'ils sont beaucoup plus créatifs qu'on ne le pense. Merci. Votre conclusion. Merci beaucoup. Voilà. Ben, je crois que c'est terminé. Les gens sont pressés d'aller déjeuner. Merci beaucoup.